Bien, bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on refasse le point sur la question du Mali. Je vous donne l'enjeu global, destruction et protection, restauration du patrimoine, ce que j'avais expliqué dans votre grand 3 sur jusqu'où peut-on patrimonialiser. Nous, on s'occupe de 3 points différents dans ce cours. 1.1 sur la très riche histoire du Mali, 1.2 sur le pays marqué par sa grande diversité et 1.3 sur les tensions qui ont mis en danger le patrimoine malien. On va commencer de façon assez simple, si ça veut bien fonctionner. Je commence par le 1 sur l'importance et la richesse du Mali. Mansa Moussa, grand roi ayant effectué un pèlerinage à la Mecque, a relié le Mali aux autres grandes zones des territoires islamiques au XIIIe, 14e, 15e, 16e, 17e siècle. Son règne coïncide avec l'apogée du Mali par ses richesses et par ses constructions. Cet empire du Mali était considérable, très riche avec de l'or et où on a vu construire des mausolées. Cet empire du Mali a une particularité, une spécificité, c'est son aspect religieux. Ils sont musulmans, mais leur islam n'est pas le même islam que celui qui est pratiqué dans le Proche et le Moyen-Orient. On a affaire à un islam qui repose sur une interprétation plus libérale, plus d'interprétation du Coran et des grands textes, avec donc des savants qu'on appelle les marabouts qui ont des interprétations assez diverses. Ces marabouts sont, pour les plus importants d'entre eux, considérés comme des saints et on leur voue un culte, d'où la construction au XVIIe, XVIIIe siècle de mausolées où on honore ces hommes très saints dans cette vision particulière, cette vision originale de l'islam. Ça, c'est la très riche histoire du Mali avec sa civilisation. 2. Le Mali, zone de tension. Aujourd'hui, le Mali recoupe un clivage géographique. Au sud, vous avez une population qui a une vision de l'islam qui est très proche de celle qui était en place sous Mansa Moussa et sur ses successeurs. Et puis au nord, vous avez les Touaregs qui ont un islam qui est différent, qui est un islam qui est beaucoup plus proche de ce qui se pratique dans le monde musulman. Des tensions éclatent entre ces régions. Je vais assez vite là-dessus, on s'en fout de la colonisation. Voilà. Vous avez donc ces deux régions qui sont coupées en deux, hein, et donc naît un sentiment très très violent, très difficile entre le nord du pays qui se sent délaissé. Le nord du pays se révolte en 2010 et leurs revendications sont nombreuses, et notamment la ville de Tombouctou, qui était un carrefour commercial important où il y a eu beaucoup de constructions monumentales, est une de ces cibles privilégiées. En 2012, la ville est prise. Trois, les tensions qui montrent que le patrimoine est ici un enjeu. Très vite, l'UNESCO voit le problème qui va se poser. Les Touaregs sont aux portes de Tombouctou, ils n'ont pas le même islam. Ils se sont d'ailleurs radicalisés, on a affaire à un islam différent, c'est l'islam salafiste, qui est pour une approche très rigoriste, très dogmatique de l'islam. Il s'agit en effet de interpréter littéralement les paroles du Coran et de ne reconnaître qu'un islam purifié de toute influence extérieure. L'UNESCO a peur que les sites patrimoniaux à Tombouctou, classés depuis 1988 au patrimoine mondial de l'humanité, ne tombent et ne soient détruits par les terroristes d'Ansar Dine, groupe terroriste qui est à la tête de la contestation et de la révolte des Touaregs. Ansar Dine prend la ville et l'UNESCO classe le site en patrimoine mondial en péril. C'est une porte d'entrée médiatique, là ça devient très important, et le patrimoine ici devient un enjeu. Le patrimoine du Mali est détruit, notamment les mausolées, par Ansar Dine qui souhaite montrer la surimportance, médiatiser son action, gagner des partisans et faire parler.
C'est comme ça que fonctionnent les groupes terroristes. Faire parler d'eux, montrer leur capacité à détruire, à nuire. C'est une catastrophe internationale. On a bien une instrumentalisation ici du patrimoine à des enjeux idéologiques en médiatisant autour d'une idéologie, ici le salafisme. La ville est reprise assez vite par les forces françaises qui libèrent la ville de Tombouctou et se pose la question de la reconstruction. L'UNESCO intervient à nouveau pour aider la reconstruction de ces bâtiments. Mais encore une fois, l'UNESCO a une bonne intention mais une mauvaise idée. En faisant ça, ils mettent de côté les populations locales qui sont très attachées à ces sites, mais pas pour leur aspect patrimonial uniquement, pour leur aspect aussi religieux. Et donc finalement, que peut-on en conclure de cette affaire-là? On peut en conclure qu'en surpatrimonialisant, l'UNESCO ici a posé un problème de fond. En surpatrimonialisant, ils ont mis en danger le patrimoine de Tombouctou. En le surmédiatisant, en le considérant comme site en péril, ils ont activé la porte médiatique que veulent les groupes terroristes. On l'a vu avec les talibans, on l'a vu avec l'État islamique. Ansar-Dine a pratiqué exactement la même chose, une destruction par effraction, où le patrimoine ici est un enjeu politique, médiatique. Et deuxième chose, l'UNESCO a encore eu une bonne intention mais une mauvaise idée en voulant reconstruire à toute hâte, ces mausolées sans prendre en compte complètement le sentiment collectif identitaire et religieux des populations locales. Surpatrimonialiser peut être un problème. Et ici, on le voit bien, les destructions et les restaurations sont des enjeux géopolitiques. La destruction, un groupe terroriste fait parler de lui et on met le patrimoine en péril parce qu'on a voulu trop patrimonialiser. La valorisation et la restauration posent aussi un problème dans le sens où on ne permet pas, on n'intègre pas assez bien les populations locales à la préservation du patrimoine. Voilà ce qu'il fallait retenir.